Une coalition impossible qui provoque une crise politique. Des élections anticipées, la montée de l'extrême droite, le tout accompagné d'une économie qui patine. Il ne s'agit pas là de la France, mais de l'Allemagne. Alors que notre voisin était vu comme le bon élève de l'Europe, le modèle allemand semble aujourd'hui à la peine, à tel point que le pays pourrait ne plus soutenir la comparaison. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez France-Allemagne, le duel, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, la fin d'un modèle économique. En France, on regarde régulièrement ce que font nos voisins pour s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs. Et depuis des décennies, il y a un modèle économique vanté en permanence, l'Allemagne. Un exemple que nos politiques citent régulièrement. Pourquoi l'Allemagne fait mieux que nous ? L'Allemagne a-t-elle fait les 35 heures ? L'Allemagne a fait la TVA anti-délocalisation que je propose. Elle a, deuxième point, fait la règle d'or que vous refusez. Je veux m'inspirer de ce qui marche, pas de ce qui marche pas. Après la crise de 2008, le modèle allemand semble être un bouclier face à la récession. Son taux de chômage baisse, ses exportations augmentent, sa croissance bondit, de quoi faire rêver le reste de l'Europe. Mais depuis quelques années, le doute s'installe. Est-on en train d'assister à la faillite du modèle allemand ? L'Allemagne est-elle désormais l'homme malade de l'Europe ? Comment est arrivée la crise du modèle économique allemand ? Et la France s'en sort-elle mieux ? Les réponses dans cet épisode. Pour cette série, j'ai fait appel à Éric-André Martin, spécialiste de l'Allemagne, ancien diplomate. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accompagner durant ces 4 épisodes. Le Parlement allemand a retiré aujourd'hui sa confiance au chancelier sortant Olaf Scholz à une majorité de 394 députés sur 717. La voie est libre pour la tenue d'élections législatives anticipées le 23 février. Un échec politique pour Olaf Scholz. Dans quelques jours en Allemagne auront lieu des élections fédérales anticipées. Avant de commencer, je pense qu'on a besoin de comprendre ce qu'il s'est passé ces derniers mois. Qu'est-ce qui a causé le départ d'Olaf Scholz ? Eh bien, le départ d'Olaf Scholz, c'est un éclatement de sa coalition. Je rappelle qu'il s'agissait d'une coalition entre les sociodémocrates, les Verts et les libéraux. Alors, c'était une coalition qui a été élue en 2021 et qui s'était fixée comme objectif principal de conduire la décarbonation de l'économie allemande et ce qu'ils appelaient de mettre en œuvre un agenda de progrès autour de questions sociétales et de questions sociales. En fait, depuis la guerre en Ukraine, il a été très difficile de maintenir une ligne unie entre ces 3 partenaires, compte tenu de la perturbation que ce conflit a entraîné. Et il y avait notamment une perturbation autour des besoins d'investissement. Et les libéraux qui se posaient en gardiens d'une certaine orthodoxie budgétaire ont finalement, par leur attitude très rigide, amené le chancelier à se séparer des libéraux et donc provoquer l'éclatement de la coalition. Et ça a conduit le président fédéral à provoquer des élections anticipées. En France, c'est la crise politique qui met le budget en difficulté. En Allemagne, les désaccords budgétaires provoquent la crise politique. Dans cet épisode, on se penche sur le modèle économique allemand. Éric-André Martin, comment on définit ce modèle ? Disons que l'Allemagne a vécu sur un modèle de valorisation de son excellence industrielle. Donc c'était un modèle fondé sur une production industrielle de produits haut de gamme. Donc l'exemple emblématique, c'est les véhicules allemands, de la gamme premium. Mais ça valait aussi pour beaucoup d'autres équipements qui étaient reconnus dans le monde, notamment les machines-outils, des biens d'équipement aussi domestiques. Et l'Allemagne avait réussi à la réunification à maintenir l'essentiel de sa base industrielle, quitte pour cela à intégrer des chaînes de valeur avec des sous-traitants dans les pays d'Europe centrale et orientale, Pologne, République tchèque, etc. Et ensuite, progressivement, à gagner des marchés extérieurs, les États-Unis et la Chine. Ça lui a permis d'avoir une capacité d'exportation très importante qui lui a permis de réaliser des excédents commerciaux importants. En 2023, elle réalise plus de 200 milliards d'excédents commerciaux par rapport à la France qui doit, à cette époque-là, faire un déficit autour de 90 milliards pour montrer quand même le différentiel. Et ensuite, ça avait une autre contrepartie, c'était le fait qu'il y avait des salaires bas, notamment dans le secteur des services. Et sur le volet budgétaire, quelles sont les règles en Allemagne ? Alors l'Allemagne s'est dotée de règles très sévères dans la mesure où
elle a eu beaucoup de mal à sortir d'une spirale d'endettement et de déficit, notamment liée à la période de la réunification, où elle a beaucoup investi dans les nouveaux lenders, et ensuite, elle a eu un problème de crise de son modèle social, qui était devenu très déficitaire, et donc pour cela, elle a été obligée de se doter d'une politique beaucoup plus rigoureuse. C'est l'époque Schröder avec les mesures Hartz-IV. Et ensuite, pour consolider le tout, ils ont modifié la Constitution en intégrant en 2009 une règle qui est la règle du frein à la dette, c'est-à-dire qu'on limite la capacité d'endettement du budget allemand à 0,35% du PIB. Et donc, c'est une règle qui vaut toujours aujourd'hui, qui fait que l'Allemagne, je dirais, elle respecte assez largement les règles du pacte de stabilité et de croissance. Rigueur budgétaire et industrie puissante, le modèle allemand est clair et installé depuis des décennies, et pourtant, aujourd'hui, il semble en crise. Alors que la croissance du pays était estimée à 1,2% cette année, cette prévision a dégringolé à seulement 0,1%, soit une quasi-stagnation. La première économie européenne a enregistré une chute de 0,2% de son PIB en 2024. C'est la deuxième année d'affilée que l'Allemagne est en récession. Éric-André Martin, les récents chiffres de l'économie allemande sont inquiétants pour le modèle qu'on vient de décrire. On assiste à un ralentissement de l'activité économique. En fait, l'Allemagne, en 2023 et 2024, a été en récession. Et les prévisions pour l'année 2025 sont aussi des prévisions de récession. On anticipe seulement une reprise de la croissance à partir de 2026. Mais au-delà des chiffres bruts, il faut constater une baisse de la production industrielle de manière assez significative. Et les capacités de production industrielle tournent autour de 80-85%, ce qui indique une véritable chute des commandes et de la production. Je pense que c'est ça le plus grave. Deuxième élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne subit de plus en plus les effets du vieillissement de sa population. Donc il y a un effet structurel, parce que d'une part, il y a un déséquilibre entre actifs et inactifs qui est évident. Il y a le départ à la retraite de générations qui ont finalement porté la croissance et l'activité allemande et qu'il va falloir remplacer, non seulement en nombre, mais aussi en fonction de leur qualification. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et ensuite, il y a un autre effet, c'est la soutenabilité du système social. Les cotisations à maladie, chômage et vieillesse. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses qui aujourd'hui se conjuguent. Et comment on explique cette situation ? La volonté de l'Allemagne de s'intégrer dans des marchés extérieurs fait aussi sa vulnérabilité. Alors, elle a connu une décennie faste, la décennie 2010, disons. On s'aperçoit aujourd'hui que la situation géopolitique qui est en train de changer l'affecte particulièrement et plus particulièrement compte tenu de son extraversion. Il y a 3 éléments. Premier, c'est la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine a eu pour conséquence, sous l'effet des sanctions européennes et internationales, de la couper du gaz russe, dont elle était très dépendante. Deuxième élément, c'est le recul de la mondialisation et, je dirais, la politique des autorités chinoises, notamment pour ce qui concerne l'accès à leur marché pour des opérateurs de pays tiers. Et donc là, l'Allemagne est particulièrement exposée compte tenu de sa prééminence dans les investissements directs et dans sa dépendance au marché chinois, notamment pour l'automobile. Et troisième élément, le retour de l'administration Trump, qui signifie le retour de guerre commerciale vis-à-vis de l'Europe pour réduire le déficit commercial américain vis-à-vis de l'Europe. Et donc là, l'Allemagne est encore touchée au premier chef compte tenu, je dirais, des excédents qu'elle réalise aux États-Unis. Nous avons un déficit d'environ 300 milliards de dollars avec l'Europe. Nous allons donc régler ce problème avec des tarifs douaniers, ou bien ils devront acheter notre pétrole. Et donc, quelles conséquences il y a pour l'industrie, qui, on l'a dit, est le moteur de la croissance allemande ? Et bien sûr, l'industrie, le problème est que, d'une part, il y a des problèmes de main-d'œuvre, des problèmes de baisse de commandes, mais ce qui est plus grave pour l'avenir, c'est le fait qu'aujourd'hui, les industriels n'ont pas assez de visibilité sur les conditions qui seront les leurs dans les 3 à 5 ans qui viennent, notamment au regard du prix de l'énergie. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure l'impact de
de la perte du gaz russe. Malgré les efforts qui sont engagés pour produire des renouvelables, aujourd'hui, il y a un problème de prix pour l'énergie en Allemagne et plus largement en Europe. Par exemple, si on prend un ordre de grandeur, pour le coût de l'énergie, le prix du mégawattheure d'électricité entre l'Europe et les États-Unis, pas simplement l'Allemagne, c'est pratiquement un différentiel de 1 pour 2. Mmh. Et si on prend le prix du gaz, c'est un différentiel de 1 à 3,5 à peu près. Donc il est évident que pour des industriels, surtout des industriels qui sont dans des secteurs à forte intensité énergétique, notamment la métallurgie, le verre, etc., c'est aujourd'hui un sujet d'inquiétude, notamment sur la question centrale de savoir s'ils vont maintenir leur activité en Allemagne. Et aujourd'hui, le risque, il y a une sorte de fantôme qui traverse le débat électoral aujourd'hui, c'est le spectre de la désindustrialisation. Et pour les Allemands, bien évidemment, c'est une perspective redoutable. 100 000 salariés des usines Volkswagen ont fait grève pendant 2 heures début décembre pour protester contre les menaces de plans sociaux. Car fin octobre, le géant automobile avait annoncé pour la première fois en 87 ans la fermeture possible de 3 usines. Il y en a 10 au total dans le pays. Malgré tout ça, est-ce qu'il faut vraiment parler de l'Allemagne comme du nouvel homme malade de l'Europe? Disons que l'Allemagne, malgré la dégradation de la situation, de la conjoncture et des perspectives, reste une économie qui conserve des fondamentaux solides. Surtout si on la compare à d'autres pays en Europe. Tout d'abord, elle a un déficit budgétaire qui doit être autour de 1,8% du PIB. Elle a un taux d'endettement qui doit être autour de 62% du PIB. Et elle a une inflation qui est relativement maîtrisée, autour de 2%. Donc c'est quand même pas si mal. Ensuite, il faut voir que c'est aujourd'hui, quand l'Allemagne emprunte sur les marchés, le taux d'intérêt des obligations du Bund à 10 ans, c'est un peu le plus bas, c'est le benchmark pour l'ensemble des emprunteurs sur le marché européen. Donc elle a des fondamentaux solides. Et justement, ce modèle allemand qu'on décrit depuis tout à l'heure, est-ce qu'il est remis en question par certaines personnalités politiques allemandes? Alors aujourd'hui, le débat en Allemagne, dans le cadre de la campagne, il traite, à mon avis, de manière assez imparfaite, les enjeux qu'on vient de décrire. Pour autant, par rapport à la situation de crise de son système économique, la question se pose aujourd'hui de savoir si ces règles, et notamment la règle du frein à la dette, sont toujours adaptées pour pouvoir faire face aux enjeux de modernisation et d'investissement auxquels est confronté le pays. La question, c'est un peu l'enjeu sous-jacent de cette élection, c'est de savoir comment l'Allemagne va-t-elle utiliser sa marge de manœuvre budgétaire pour améliorer ou moderniser son modèle, ou en tout cas le rendre plus apte à faire face aux défis qui viennent. C'est un peu ça la question. La question, c'est pas simplement de s'endetter, c'est aussi peut-être de trouver des moyens d'alléger, de faire des allègements fiscaux pour donner des incitations pour investir et retrouver un peu, doper un peu la consommation intérieure. Donc il y a tout un tas de débats autour de ça. Et donc notamment la CDU propose un programme d'allègements fiscaux pour les entreprises et pour les ménages. Des changements qui dépendront du résultat des élections fédérales et notamment de la coalition qui en ressortira. Il est temps désormais de comparer ce modèle allemand en crise au système économique français. Si nos politiques regardent souvent de l'autre côté du Rhin, c'est parce que l'économie allemande et l'économie française fonctionnent très différemment. Éric André Martin, comment on peut définir le modèle économique en France? Bien, le modèle économique français est un modèle différent du modèle allemand dans la mesure où on n'a pas cherché à maintenir une base industrielle importante. On l'a laissé plutôt partir, on l'a laissé se délocaliser. Alors on a des grands groupes dans le CAC 40, qui sont des groupes globalisés, mais qui réalisent pour une large partie, si ce n'est l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Bon, c'est un modèle qui est complètement différent. Ensuite, on n'a pas non plus ce que les Allemands appellent le Mittelstand, c'est-à-dire un segment d'entreprises moyennes qui est fortement exportatrice et qui est, je dirais, maîtrise des savoir-faire très particuliers, très techniques et qui font qu'ils vendent des produits reconnus sur le marché mondial
quitte à les vendre à un prix, je dirais, un peu supérieur à leurs concurrents. Donc on a un défaut autour de ça. Et ensuite, on a beaucoup plus misé sur les services plus tôt. Et aujourd'hui, on a aussi des trajectoires de finances publiques qui sont différentes, dans la mesure où en France, on a aujourd'hui un problème de finances publiques. On a laissé déraper le déficit. On n'a pas suffisamment, je pense, pris garde aussi à la dégradation de notre déficit commercial, qui est aussi la traduction d'un problème de notre offre sur les marchés. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des points communs entre les deux modèles ? On a le même problème, France et Allemagne, sur la question du coût de l'énergie. Deuxième problème qu'on a en commun, c'est la question du coût du travail, un problème auquel il va falloir s'atteler, un coût du travail, notamment par rapport aux concurrents asiatiques et y compris aux concurrents américains. Donc aujourd'hui, ce sont des sujets auxquels il faut s'atteler. Deux modèles économiques en crise, quels sont les risques pour la France et l'Allemagne ? Disons que ce n'est pas bon dans la mesure où il y a une forte intégration commerciale. On a une forte intensité d'échange avec l'Allemagne. Donc évidemment, ça veut dire une récession en Allemagne, ça veut dire moins de commandes aux industries françaises, ça veut dire ça contribue au chômage, etc. Et ça a des répercussions, bien évidemment, aussi dans le climat politique, respectivement dans les deux pays et entre les deux pays. Donc c'est un sujet auquel il faut faire attention. Et si l'Allemagne dévisse, ça fait dévisser une bonne partie de la zone euro, compte tenu du poids du PIB de l'Allemagne dans le PIB de la zone euro. Et au-delà de la France et de l'Allemagne pour l'Europe, c'est la question du positionnement dans les secteurs innovants pour ne pas être décroché. Donc on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi tout ce qui est les nouvelles technologies du Web3, il y a la question du spatial, il y a d'autres enjeux de biotechnologie, etc. On a bien vu avec le Covid la difficulté de produire un vaccin en Europe. Donc tout ça, ce sont des enjeux auxquels il faut s'atteler parce que ce sont des signaux faible de dégradation de notre compétitivité et une hypothèque sur l'avenir. Et c'est de ça dont il faut se préoccuper aujourd'hui et essayer les uns et les autres de serrer les rangs pour pouvoir retrouver une compétitivité qui est en train de nous échapper. Merci beaucoup Éric-André Martin, on vous retrouve demain pour la suite de cette série. Merci et à demain. Chers auditeurs, pour ne pas rater le prochain épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est là que vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous plaît et nous écrire des commentaires. On les lit toujours très attentivement. France-Allemagne, le duel est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.